Sur la première, le journal du matin, 7h36, nous recevons ce matin un historien spécialiste du monde arabe, spécialiste aussi de l'exploitation de l'eau et de l'alimentation comme arme de guerre. Bonjour Benoît Chaland. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Fribourg. Merci d'être en direct avec nous jusqu'à 8h. Alors peut-être avant d'aborder la thématique de l'eau comme enjeu géopolitique, ce week-end, et on vient d'en parler dans le journal, la chef italienne de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré qu'elle voulait encourager les États à reconnaître un État palestinien. Vous qui connaissez très bien cette histoire-là, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce que la Suisse doit aussi le reconnaître? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs bases qui permettent de dire que oui, c'est la solution qu'il faut trouver. La décision, enfin la prise de position de Mogherini ne surprend pas. Disons que l'Union européenne, la communauté européenne à l'époque, en 1980, a, depuis la déclaration de Venise, toujours dit qu'il fallait une région stable, des frontières pour lesquelles Israël peut vivre de manière dans la sécurité, mais qu'il y ait aussi un État palestinien. Donc en fait, on n'est que dans une continuité de cette prise de position. Quant à la Suisse, je crois, oui, effectivement, la Suisse devrait aussi suivre cette démarche, aussi simplement pour réagir par rapport à un entretien que vous venez de, un appareil, un téléphone que vous avez fait avec une personne, un parlementaire. Je crois que la Suisse est aussi dépositaire des conventions de Genève. Le CICR doit pouvoir commenter ce qui se passe. Il y a une situation d'occupation, donc il y a un grand problème qui doit être résolu par rapport à une solution de création de deux États. Cette reconnaissance d'un éventuel État palestinien, ça va faire changer les choses par la Suisse, par d'autres pays d'Europe. Qu'est-ce que ça va faire bouger? Écoutez, je crois qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience internationale et forcer un cadre de négociation qui ne soit pas seulement l'apanage des États-Unis, comme ça a été ces dernières années. Donc, de ce point de vue-là, une internationalisation permettrait peut-être une plus grande équité dans le processus de paix. Alors voilà pour ces déclarations de Federica Mogherini. Benoît Chaland, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous vous intéressez aussi à la thématique de l'eau comme enjeu géopolitique, et si les guerres étaient aussi des guerres de l'eau, ou peut-être d'abord des guerres de l'eau, on reste au Proche-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, mais peut-être aussi dans la guerre contre le groupe État islamique, on le verra. Là, selon vous, la nourriture et l'eau y jouent un rôle décisif? Oui, alors je crois que plus que l'eau, parce que finalement, ça fait disons assez longtemps qu'on parle du problème de l'eau, de l'utilisation de l'eau. Je crois que c'est la question de savoir ce qu'on fait avec cette eau et la transformation des systèmes agricoles, de la production alimentaire dans ce qui est, n'oublions pas, le croissant fertile. La Mésopotamie, le monde arabe est souvent présenté comme juste le croissant fertile. Donc c'est une région qui a toujours produit suffisamment de biens agricoles pour nourrir la population. Et je crois qu'on peut lire plusieurs événements internationaux de ces 4 dernières années en termes de problèmes d'accès à l'eau et de transformation de l'agriculture. Alors, on va détailler. Évidemment, à l'époque, il y avait l'enjeu du Golan, le plateau du Golan qui était le château d'eau de cette région pour Israël, très important. Vous dites ces 4 dernières années, là, il s'agit d'autre chose. Par exemple, peut-être ce qui se passe en Syrie. Est-ce que le conflit syrien est aussi à lire à travers le prisme de l'eau ? Tout à fait, la Syrie, mais aussi en partie la Tunisie. Je veux dire, l'immolation de Mohamed Abouzizi en décembre 2010, qui a mis le feu aux poudres avec les révoltes arabes en Tunisie, était aussi lié à des problèmes d'agriculture. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que s'il y a l'eau, mais il y a aussi l'agriculture qui compte. Alors, pour en venir à la Syrie, il y a eu effectivement un grand problème qui a été contingent, c'est-à-dire des sécheresses. Une sécheresse qui a frappé la Syrie depuis 2006 et qui a créé un exode rural massif avec un départ de gens des campagnes vers les villes. Et la révolte, disons, en Syrie, en mars 2011, a éclaté à Deraa, c'est-à-dire une ville qui est vraiment le grenier à blé de la Syrie. Et il y a donc un grand problème qui date depuis plusieurs années. Et la Syrie est une de ces manifestations que l'on peut voir. Ouais, j'allais vous poser la question naïvement, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus de ce prisme-là, de l'eau? Alors le Golan, je le citais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a fini par lire aussi le conflit israélo-palestinien à travers la question du château d'eau du Golan, mais pour la Syrie, on n'en parle pas, ou peut-être dans les cercles universitaires. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, il y a
un type d'explication beaucoup plus facile, c'est le communautaire, c'est le religieux, c'est l'identitaire. Oui, parfois le pétrole aussi vient s'inviter dans le débat. Bien sûr, tout à fait. Mais disons que c'est vrai qu'on en fait une affaire de sunnites, de chiites, on en fait une affaire d'extrémistes. Je dis, il est évident que ces conflits ont pris une tournure identitaire culturelle. Mais disons qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un grand problème à la base, un problème matériel. Disons que c'est vrai que le sujet de la recherche sur l'agriculture n'a pas forcément, pas qu'il n'a pas bonne presse, mais ce n'est pas forcément un sujet très sexy, ou disons qu'on oublie de parler de ce genre de choses, mais disons qu'il y a un grand problème dans toute la région, en Jordanie, en Palestine, en Tunisie, en Égypte aussi, par rapport à la transformation. Et là, le Moyen-Orient n'est pas seul dans ce cas-là, c'est qu'au niveau mondial, on a une transformation de la production agricole qui a été complètement chamboulée depuis une trentaine d'années avec la monoculture, des échanges au niveau mondial et des impacts, notamment en 2010 avec la hausse de prix qui était liée à des inondations en Australie et tout ça. Donc, des réactions en chaîne qui, après, dans certains contextes, prennent une nouvelle dynamique, comme on l'a vu en Syrie. Donc, à la base, en Syrie, c'est un problème sur la sécheresse, de mauvaise gestion et de corruption de l'État qui n'a pas réussi à répondre à ces problèmes de sécheresse à partir de 2006. Et là, la crise s'est accumulée au point d'exploser et d'avoir un conflit que l'on peut lire à plusieurs niveaux. Il y a ce groupe État islamique, comme il se désigne lui-même. Il joue aussi avec ce levier agricole. Oui, tout à fait. On oublie que, effectivement, c'est une très bonne remarque, la présence de l'État, du groupe État islamique est surtout concentrée le long de l'Euphrate, en Syrie et en Irak. Donc, il y a une occupation, disons qu'il y a une stratégie de la part de ce groupe État islamique d'occuper ces zones très riches au niveau de la production agricole. Et en Irak, c'est assez frappant de savoir que cet été, lorsqu'ils sont avancés vers le sud du pays, le centre du pays, ils se sont emparés de silos de blé, tout simplement. Donc, il y a 16 grands silos qui ont fait, le groupe État islamique a fait main basse sur ces silos dans la province au nord de Ninive et de Salahaddin, qui sont vraiment les greniers à blé, et l'État islamique, le groupe État islamique, utilise ces ressources pour tout simplement produire du pain à bon marché et satisfaire à ce besoin de consommation quotidien de la population. Donc là, il y a effectivement aussi une autre manifestation, non pas tellement de l'eau, mais de ce qu'on fait avec l'eau, c'est-à-dire la production de biens de première nécessité, de blé, de légumes, etc. Alors à vous entendre, Benoît Chaland, c'est tout à fait passionnant évidemment, on se dit qu'au lieu d'envoyer des bombes, on ferait mieux d'envoyer des sacs de blé, mais plus sérieusement, est-ce qu'il faudrait pas fournir davantage de nourriture à ces pays-là et aux populations qui en souffrent? Ça, c'est pas vraiment un axe de discussion pour l'instant. Il faudrait envoyer des blés plutôt que des bombes? Non. Alors, non. En fait, le blé, on peut produire le blé localement. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les États-Unis envoient du blé en Jordanie, envoient du blé en Palestine. En Palestine, qui est une terre où il y a toujours eu une production agricole suffisante, maintenant on a 85% de la population à Gaza qui est dépendante de l'aide distribution alimentaire internationale. Il ne faut pas envoyer des sacs de blé, il faut donner la possibilité aux populations locales de gérer leurs ressources en eau de la manière qui leur permette de produire leurs biens de consommation dont ils ont besoin. Parce que la Jordanie, la Palestine, maintenant on est venu à produire des fleurs, des tomates cherry tomato, enfin pour envoyer pour l'exportation, tomates cerises. Mais en fait, il faudrait pouvoir produire du blé ou des choses qui sont consommées in situ. Donc, ce n'est pas une question d'envoyer du blé. Alors, effectivement, de manière transitoire, on pourrait envoyer du blé, mais disons qu'il faudrait réfléchir à une technique qui permette aux populations locales, en Jordanie, en Palestine, en Syrie, etc., de produire les biens dont ils ont besoin, et puis aussi d'empêcher une surutilisation de l'eau, parce qu'on a aussi un grand problème dans tout le monde, le Moyen-Orient, la péninsule arabique, du Yémen à la Syrie, c'est qu'on surutilise les nappes phréatiques qui ne peuvent pas se recharger. Donc, à terme, on va aussi au-devant d'autres crises beaucoup plus graves. Alors, inciter à la production locale, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que les pays occidentaux qui donnent de l'aide pensent vraiment à ça? Et tiens, la Suisse, par exemple, est-ce que les coopérants suisses de la DDC et les gens qui sont sur place pensent à cette thématique alimentaire et agricole?
On en parle, la thématique agricole est débattue. Vous savez, Jean Sigler était rapporteur spécial sur les questions d'alimentation, de nourriture. On en parle, il y a des décisions, il y a des résolutions pour protéger ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire ou empêcher des cas d'insécurité alimentaire, de crise alimentaire. Bien entendu, on en parle. La Suisse fait des choses, mais la Suisse, je reste dans la métaphore de l'eau, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'aide internationale. Or, la tendance des rapports et des échanges économiques font que ces politiques peuvent introduire des mesures positives, de réflexion par rapport à une économie, à un développement durable. Mais c'est vrai qu'on a une transformation du marché économique et de la production alimentaire dans le monde entier qui vont peut-être à compte courant par rapport à ces tentatives que l'on essaye de prendre. On a commencé avec Israël par les propos de Mme Mogherini sur la reconnaissance d'un État palestinien. On dit qu'Israël compte le nombre de calories auxquelles chaque Palestinien a droit. Est-ce que là aussi, il faudrait essayer d'entrer peut-être à nouveau dans ce conflit à travers cette thématique agricole, Benoît Chaland? Oui, tout à fait. La thématique agricole est tombée, on l'a laissée en friche. Je veux dire, l'aide internationale pour l'agriculture a diminué de moitié dans les 20 ans depuis qu'a commencé le processus d'Oslo. Et la tendance, là, effectivement, est ce qu'une collègue américaine, Sarah Roy, décrit comme une stratégie de développement, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'agriculture palestinienne puisse se renouveler. Et effectivement, elle se réduit comme peau de chagrin avec ce problème de dépendance alimentaire, de terres très riches qui permettraient de cultiver des biens de consommation qui sont transformés en zones industrielles. Et là, il y a effectivement l'aide internationale est complice en quelque sorte de cette marginalisation de la production agricole qui est très problématique. Et là, à nouveau, une multilarisation, disons qu'une internationalisation de la discussion sur la solution au conflit permettrait peut-être de réfléchir de manière plus large. C'est-à-dire qu'il y a le conflit israélo-palestinien, bien entendu, qu'il faut résoudre, mais on est dans des dynamiques régionales où on a des thématiques communes. Les ressources de l'eau, notamment, doivent être discutées avec les pays environnants. N'oublions pas qu'il pleut suffisamment en Palestine. Il pleut plus à Jérusalem qu'il ne pleut en Vallée centrale, par exemple. Ah oui, c'est important de le dire. Ouais. Oui, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que l'agriculture, historiquement en Palestine, a réussi Israël-Palestine, et Israël a fait sa force de la gestion de l'eau, a su utiliser toutes ces richesses d'eau de pluie qui permettent une agriculture de subsistance. Le problème, c'est que depuis une quinzaine d'années, à cause de la surpopulation et cette transformation de l'agriculture, on capte les nappes phréatiques de manière non durable et on va vraiment au-delà de grandes crises dans le futur.